Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que sur le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et vu comment je suis reparti pour faire des reviews sur la PWG et des Ring of Honor aussi à venir, et qui va peut-être potentiellement venir si jamais je réussis à faire tout d'un coup. Mais bon, tout ça c'est question de temps. Et que aussi, là que je viens de me réveiller récemment et que je viens de regarder All In à Londres. Donc je viens juste de regarder ce show. Est-ce que ce show m'a plu? Ouais, j'aimerais bien dire qu'il m'a beaucoup plu. Et que voilà, je n'attendais pas forcément trop grand chose. Mais j'ai bien apprécié. Après, je sais pas si certaines personnes aimeraient ou détesteraient, mais j'ai bien apprécié. Malgré tout, j'ai bien apprécié. Mais bon, ce n'est pas du show AEW All-In qu'on va parler, mais d'un show de la PWG. Et ça concerne un événement que j'avais déjà cité, suivi du Crazy Mania, mais sauf que c'est pas Crazy Mania All-Star Weekend, mais c'est juste All-Star Weekend tout court, numéro 6. Voilà, et en plus, si vous avez vu le titre de la vidéo. Donc ça, c'est que de la nuit 1, enfin, première nuit, le 5 janvier 2008. Et à l'affiche, Bryan Danielson contre Low-Ki, Kaval, Sunshi, bref, appelez-lui tout ce que vous voulez. Il reste quand même Low-Ki. Et de derrière, les matchs. Ça, c'est en commentaire, donc des commentateurs en bonus, mais sauf que je l'ai regardé en version publique. Et de quoi mieux de commencer le show avec un match pour le titre direct de la PWG. Alors celui-là, j'ai pas compris pourquoi il s'est retrouvé en opener, donc celui-ci pour le titre du monde de la PWG. J'ai pas compris pourquoi il était en opener alors que un match comme ça mérite de monter jusqu'au main event. Voilà, j'ai pas compris le délire de comment ils peuvent décider ainsi. Mais pour moi, ça mérite pas forcément d'être dans l'opener, mais même si, attention, c'est le meilleur match d'opener ever, mais ça aurait pu être le main event. Après, je sais pas, ils auraient pu faire en opener Machine Gun, Karl Anderson et El Generico, pourquoi pas, et le reste, ils suivront. Bref, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Mais comme j'ai dit, un très bon show, très bon show, et un très bon match aussi. Il s'est passé énormément de trucs. Et dans les matchs que j'ai vus, certains étaient longs, mais très bons. Et c'est pas pour me vanter. Concernant le résultat, il y avait de nombreux échanges de prises en soumission et de prises techniques entre Danielson et Low-Ki. Donc il y a eu énormément d'échanges. Beaucoup de side kick, de front kick, de high kick de la part de Low-Ki. Et aussi, il faisait 2 ou 3 stomps sur Danielson. Je me rappelle les stomps qu'il faisait du niveau de la 3e corde. Et comment il kick son adversaire et que Danielson, sans trop broncher, il riposte, il répond. Et il allume justement Low-Ki avec ses bons vieux coups de boule, ses coups d'avant-bras, même des coups de coude qui arrivent derrière, à l'arrière de la tête, je crois. Non, peut-être que je dis des bêtises, mais peut-être un coup de coude qui arrive directement au niveau de la gorge du crâne de son adversaire, après avoir enchaîné son Crapple Fillation, mais que Low-Ki, grâce à sa souplesse, arrive à contourner son Crapple Fillation, et que c'est à son tour de le kicker, de le coup de couder sur la tête et le cou, et il part directement en Dragon Sleeper, mais dangereuse Dragon Sleeper d'ailleurs. Donc il le fait plier, et d'ailleurs on le voit là, donc il le fait plier Danielson, alors qu'on se dit, est-ce que le spécialiste de la soumission va abandonner? Ça m'étonnerait fort. Parce que en connaissant Danielson, c'est plutôt lui qui est le maître pour faire abandonner ses adversaires.
Eh ben, c'est Danielson qui abandonne et c'est Victor de Loki qui remporte le titre de la PWG parce que le champion c'était Danielson et Loki était le challenger. Mais il devient champion. Pour ce match-là, ça va peut-être étonner, même si c'est un match d'opener, ou alors vous pensez pas trop, mais moi je préfère d'y penser plutôt. 4,60 pour le résultat du match, je le mets ça. Et ensuite, ben, l'autre match, là où il n'y a pas forcément trop d'enjeux, pardon, et pas dangereux, parce que les prises dangereux, il peut en avoir, surtout dans les matchs. El Generico contre The Machine Gun Carl Anderson. Pas mal, vraiment pas mal, même si c'était qu'encore le début, et pourtant il donne un maximum entre les deux. Même si c'est un tout petit concours de popularité entre El Generico et Machine Gun, en sachant qu'il y a beaucoup plus de mecs qui chantent olé olé olé, et pas ce que vous pensez, mais que des chants olé olé. Alors que du côté de Machine Gun, il n'y a personne qui font ratatatatata comme les mitraillettes. Et que je ne savais même pas, lui non plus, catcha la PWG. En tout cas, je ne savais pas du tout. Et que peut-être que je l'avais déjà vu dans 2 ou 3 petites promotions sans être à la PWG. Mais bon, j'ai pas trop suivi et trop m'attarder sur ce qu'il a fait, mais au moins il a été dans les fédérations indie. Et que ce que je peux retenir, je me rappelle que El Generico avait fait un Helluva Kick, enfin un Yakuza Kick à l'arrière de la tête de Anderson, qui voulait enchaîner avec sa Modern Dragon Suplex, ou Tiger Suplex, si on peut appeler ça comme ça. Eh ben, il n'arrive pas à piner, bien sûr, Anderson. Il n'arrive pas à faire le pin convenablement, vu comment après un long minute de match, mais en tout cas, il arrive à prendre de vitesse avec Anderson, avec un Yakuza Kick, et suivi d'un Brainbusters. Donc il le bat avec un Brainbusters, et c'est victoire de El Generico, et ce match-là, 3,60. Voilà, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit, mais au moins vous avez compris. Et après ça, ben, Scorpio Sky contre The Ronnie. Ouais, rien d'autre à raconter, si ce n'est que Scorpio Sky a été plus futé que Ronnie. Même si, attention, le luchador Ronnie, c'est quand même un peu pas mal défendu. Mais il n'a pas été à la hauteur de Scorpio Sky, car c'est lui qui le bat. Scorpio Sky le bat avec... il le bat avec... un genre de brise-nuque en faisant... en faisant un genre de Michinoku Driver, je pense. Ouais, on va dire Michinoku Neckbreaker, si on peut appeler ça comme ça. Mais il bat The Ronnie. Et après ça, ben, match par équipe, là où il n'y a pas d'enjeu, entre The Dynasty, Scott Lost et Joey Ryan, accompagné par Jade Chong. D'ailleurs, je pense que c'était elle qui avait accompagné Scorpio Sky dans le Crazy Mania All-Star Weekend 3. Je peux peut-être me tromper, mais je pense que c'est ça. Et de l'autre côté, ben, The Age of Fall, donc équipe composée de Jimmy Jacobs et de Tyler Black. Oui, donc oui, même Tyler Black a été à la PWG, comme il a été à la Ring of Honor et dans quelques petites promotions. Mais bon, Seth Rollins, il a été un petit peu partout. Alors que Jimmy Jacobs, ben lui, c'est un habitué des circuits indie que être un habitué du catch WWE. Mais bon, vu comment il avait un peu travaillé là-bas jusqu'à ce qu'il travaille pour la EW en tant que booker, le reste, j'en pense pas moins. Ce que je peux dire, ben, du holy shit dans les matchs par équipe, vraiment que du holy shit. Et j'ai rien d'autre à vous dire. Vraiment, rien d'autre à vous dire. En sachant que c'est parti dans tous les sens et que les deux équipes ont voulu se démarquer comme ils pouvaient. Et comme
comme ils peuvent aussi à gagner, la plupart des deux équipes. L'un a quelque chose à gagner, l'autre a quelque chose à perdre dans les deux équipes. Et c'est très dur si jamais on n'est pas très attentif, parce que dans les matchs, il faut bien être attentif. Parce que oui, de l'authenticité, il faut être attentif. L'authenticité, je pense pas que ça devrait être approprié dans ce que je raconte. Mais bon, je dis tellement des trucs que je m'en lèche les babines. Vraiment. Et pourtant, je pensais que ce serait victoire de The Age of Falls, donc l'équipe de Black et Jacobs. J'aurais pensé que ça, mais finalement, ben, il y avait la distraction de Jad Chang qui distrait. Il avait distrait Tyler Black jusqu'à ce qu'il se fait allumer par Lost, qui le fait dégager du ring. Et ça permet à Joey Ryan et Lost de faire ben, une petite association. Oui et non, mais je veux dire travailler en équipe pour affaiblir le soi-disant maillon faible du match, Jimmy Jacobs, alors que c'est loin d'être un maillon faible, en faisant un Hurricane Chair, enfin la chaise électrique avec un genre de Diamond Cutter. Je pense que c'est ça. Et il bat justement The Age of Falls, alors que Rollins a été un peu trop tard pour sauver son partenaire. Dommage pour ça, mais ça peut passer. 3,70 ou 3,70 si vous préférez. Voilà, je lui mets ça. Ensuite, Jack Evans contre Roderick Strong pour être le challenger numéro 1. Attends, Best of 3 Series pour être le challenger numéro 1 au titre du monde de la PWG. D'accord, donc à cette période-là, Jack Evans et Strong faisaient des matchs en meilleur des 3 manches, enfin des 3 séries. Et malheureusement, l'un des deux peut gagner. Oui. Et pour conclure cette rivalité entre les deux anciens membres de The Generation Next, est-ce que je peux spoiler sans trop m'attarder sur ce match-là? Parce que il s'est passé tellement de trucs, des cassages de dos, des reprises aériennes du danseur de la street, et j'en passe des moves, et que je préfère un peu skipper. Donc c'est victoire de Jack Evans qui remporte la confrontation, et qui sera possiblement le challenger numéro 1 au titre de Loki. D'ailleurs, c'est ce que je pense. Ouais. Ensuite, je passe. The Muscle Outlaws, donc équipe de Naruki Doi et Masato Yoshino, contre The Young Bucks. Oui, les Young Bucks, les spécialistes du catch indie. Parce que oui, les Young Bucks avaient commencé à la PWG et dans quelques petites promotions, jusqu'à ce qu'ils se font connaître dans d'autres promotions populaires, comme la TNA Total Non-Stop Action Wrestling, là où ils changent carrément de nom en Generation Me, donc Max Buck et Jeremy Bucks. Et ils avaient déjà aussi passé du côté de la WWE sans même catcher là-bas, mais en parodiant l'ADX. Et pourtant ça c'est un truc que j'ignorais. Jusqu'à ce qu'ils retournent dans l'indie, et ils cartonnent vraiment dans l'indie. C'est pour ça qu'ils ont un style quasiment similaire, parce que le goût vestimentaire, on dirait qu'ils sont inspirés des Rock'n'Roll Express, des Midnight, ou les Rockers, si on peut appeler ça comme ça, des Hardy Boys, parce qu'ils se sont beaucoup inspirés des Hardy Boys, les Rockers, et peut-être des Rock'n'Roll Express. Et du coup, les Bucks, ils en font leur spécialité. Et aussi, trop tendance à parodier les grandes équipes, et aussi un peu se moquer comme si c'était un jeu. Mais ça, je crois que ça arrivera plus tard, parce qu'en 2008, ils étaient encore dans la fleur de l'âge, et aussi dans l'envie de s'amuser à catcher, quoi, contre des catcheurs plus virevoltants qu'eux. Et aussi, on sait que par la suite, c'est eux qui seront les vice-présidents de la AEW.
Même s'ils ont une petite mauvaise réputation par rapport à la manière de booker les matchs et aussi de comment ils gèrent leurs matchs. Parce que c'est vrai qu'ils ont la fâcheuse tendance à se foutre de la gueule du monde, à même troller. Et du coup, ben, ça fait pas eux des catcheurs crédibles en tant que vice-président. C'est pour ça que CM Punk s'en est un peu plein des frères Bunks et aussi un peu de Omega et de Eggman Page. Alors que Eggman Page, si je crois bien, il n'était pas encore catcheur à cette période. Alors que Omega, ben, lui catchait dans les petites promotions et aussi au Japon du côté de la DDT. Mais bon, c'est pour ça que Punk s'en est un peu plein parce que, voilà, il a affaire à des gamins. C'est vrai que quand je vois leur comportement aujourd'hui, Matt et Nick, j'ai l'impression qu'ils se comportent comme de véritables gamins et aussi de comment ils s'habillent un peu comme des, je sais pas, comme des vrais stars, ceux qui ont la grosse tête et qui sont en train de tuer le business, parce qu'en tout cas, c'est un peu les propos que certains fans ont de eux. Et que on dirait qu'ils ont l'habitude de penser un match comme un jeu vidéo que dans un match où on pense à un véritable match. Et du coup, ben, ça permet à agacer certains spécialistes qui sont, on va dire, pas très fans de leur style. Moi, ça peut encore passer, je peux les accepter, même si je trouve qu'ils font un peu trop les marioles à mon goût. Mais bon, même si j'ai un tout petit peu critiqué CM Punk, je peux pas lui donner tort, mais je peux, on va dire, leur donner un peu très tort à Young Bucks, enfin, aux Young Bucks, les frères Bucks, quoi, les frères Jackson, pour leur mauvais comportement, un peu manière comme des sales gosses. Et aussi un peu de Adam Page pour s'être comporté comme un véritable ben con, quoi. Vu comment, comme il dit CM Punk, en tant qu'ancien, même s'il avait quitté le catch en 2014 par rapport à un mésentente entre la WWE et lui, et qu'il avait même tenté un procès parce que quand il était blessé au dos, ben, ils l'ont pas trop pris au sérieux. Et tout ça, ça a eu une affaire entre lui et Colt Cabana. Et que lorsqu'il est arrivé à la EW, il est arrivé normalement jusqu'à ce que voilà, des rumeurs circulent autour de lui. Est-ce que ça peut être vrai, oui ou non? Je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas très bien apprécié de comment ils ont annoncé des rumeurs à son sujet. Et en parlant comme des véritables gosses. Et surtout d'un média américain, enfin, un média journaliste américain, qui est pas très objectif en termes de notation des matchs. Je sais de qui je parle, je sais très bien que c'est Dave Metzler. Est-ce que je peux accepter la plupart de ces matchs qu'ils ont le mérite d'être 5 étoiles? D'un côté, oui, mais ceux qui n'ont pas le mérite, c'est non. Et du coup, ben, certes, c'est un ancien, c'est un vieux journaliste qui est spécialisé en catch, en MMA, mais d'un autre côté, il n'est pas crédible quand il fait des notations et que pour lui, c'est subjectif. Et c'est un peu ça donc que je n'aime pas trop beaucoup dans sa manière de noter les matchs 5 étoiles et qui favorise des catcheurs, certes, qui sont peut-être bons dans l'acrobatie ou un petit peu dans le bon catch moderne, mais que dans l'acrobatie, dans le spam des prises et des coups. Mais ça fait pas non plus tout le café, quoi. Ça fait pas tout le café. J'ai pas tous les arguments en tête, mais tout ce que je sais sur ça, ben je le sais. Et concernant le match entre les Muscle Outlaws et les Young Bucks, ben du pur catch indie. Vraiment que du pur catch indie. Et que là, comme j'ai dit à cette période-là, et peut-être si je ne l'ai pas dit, mais ils en faisaient pas beaucoup trop. Enfin, du moins pas aujourd'hui. Et parmi les autres années où ils en font un peu trop. Même si je me rappelle qu'ils ne font que spammer des super kicks. Mais bon, pour être leur arme fétiche, vu comment les super kicks, ben, ça a sorti des grands hommes qui ont
fait des super kicks durant leur carrière. Et voilà quoi. Mais après, je sais pas si les Young Bucks, on les verra du côté de la WWE dans un futur. Enfin, dans le futur quoi. Honnêtement, je ne pense pas et je ne sais pas. C'est un peu comme Omega. Je pense pas qu'on le verrait à la WWE si ce dernier est d'accord. Parce que lui aussi, il peut dire ouais, je pourrais même aller là-bas sans être là-bas parce qu'ils savent bien que leur style indie aux Young Bucks et à Omega, ça ne plaît pas trop le style indie à la WWE, vu comment ils sont pas très fans du truc indépendant des prises. Parce que on sait jamais, les prises dangereuses, ça peut impacter leur carrière. Et pourtant, les mecs, ils sont quand même impactés par les prises et les déroulements qu'ils ont fait durant leur carrière, qui sont même détruits physiquement. En tout cas pour Omega. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Même. Mais après, il y a moyen qu'ils sont capables de percer à la WWE si, s'ils le veulent, quoi. Mais bon, l'important, c'est la AEW. Est-ce qu'ils sont en train de fuir une nouvelle audience? Peut-être, je dis bien peut-être, parce que, voilà, les paroles de Punk transcendent dans les oreilles de ceux qui sont sceptiques ou réceptiques. Et dans ce match-là, ben, pur indie, que du sous style aérien, enfin du poids moyen quoi. Et à la fin, ben, c'est Naruki Doi, enfin je crois que c'est lui, qui fait ben, une soumission où il cale les deux bras de Nick Jackson et qu'il l'entoure ben, ses deux jambes en le faisant une soumission pour le faire abandonner. Donc c'est exactement cette prise-là. Et ben il fait abandonner et c'est victoire des Muscle Outlast, direct. Ce match-là, 3,50, je le mets ça, vu comment c'est une très bonne note. Et ensuite, ben, Alex Kozlov contre TJ Perkins. Rien d'autre à dire, c'est du pur indie ce match-là aussi. Et ça va transcender un peu dans le match, même si la foule, c'est quand même se réveiller, c'est quand même donner de la voix, faire du bruit, etc. Mais bon, voilà. Même si j'aurais bien voulu une victoire de DJ Perkins, c'est victoire de Alex Kozlov avec un springboard Russian leg sweep, si je crois bien. Oui, ça peut exister, un Russian leg sweep du niveau des cordes pour remporter le match. Ça peut arriver. Donc victoire de Kozlov, et même si ça rime avec Vladimir Kozlov, mais ce n'est pas Vladimir Kozlov, voilà, pour mettre les gens d'accord. Et ensuite, Shima contre Susumu Yokosuka. Je vois une victoire de Shima, suivi à un genre de Celtic Cross sur Susumu Yokosuka. Oui, direct, hein, je le dis direct, hein, parce que je connais un peu l'issue du match, vu comment Shima est totalement invincible et Susumu, ben, vu comment il vient juste d'arriver à la PWG, je ne pense pas qu'il va rester éternellement. C'est un peu logique que c'est Shima qui remporte le déroulement du match. Voilà, je ne suis pas étonné. 3,5 ans, 3,50. Il faudrait à un moment donné que j'apprenne à articuler. Ouais. Ensuite, ben, le main event, qui n'aurait pas dû être le main event. Peut-être le deuxième main event, mais voilà quoi. J'aurais préféré que ce soit, on va dire, le main event avant celui-là. J'aurais préféré celui-là. Mais bon. The Human Tornado, Claudio Castagnoli et Eddie Kingston contre Chris Hero, The Necro Butcher et une femme, Candice LeRae. Parce que oui, la femme de Johnny Gargano, catchée à la PWG contre des mecs. Et ce n'est pas du blague, ce n'est pas des blagues. Vu comment dans les fédérations indépendantes, je pense qu'elle avait plus l'habitude, c'est catcher contre des mecs, même aussi contre des filles. Hein. C'est pas parce qu'elle aime bien se battre contre des mecs qu'elle aime pas se catcher contre des filles. Mais elle aimait ça, quoi. Même si du côté de la WWE, on ne voit plus du tout ce style-là, homme contre femme, et que à la Impact, on voit plutôt un match homme contre femme. Ben, c'est dommage. Hein.
tout le monde peut pas tout avoir et que on connaît maintenant les directions politiques qu'il y a en coulisses concernant la WWE. Je n'en dirai pas plus, vraiment pas plus. Mais bon, concernant ce match, c'était un gros bordel sans nom. Ça s'est battu dans le ring, près du public, jusqu'à ce qu'ils vont à l'extérieur. Et quand ils sont à l'extérieur, eh ben, il a plu ce jour-là, parce que j'avais vu qu'il y avait de la pluie. Et que ils étaient dehors en train de se battre, même à se lancer des cailloux, des poubelles. Et il y a même Castagnoli qui a même glissé sur, le béton, enfin, un genre de carrelage béton. Et qu'après, il se fait noyer par une poubelle qui avait de l'eau dessus, quoi, par la pluie. Jusqu'à ce qu'il se ramasse un coup de couvercle de poubelle. Pareil pour Kingston et pour Human Tornado. Donc Hero et Butcher, ils font du sale à l'extérieur. Et que même le public a dû même se déplacer dans l'arène pour voir justement ce fight en dehors de l'arène. Et qu'est-ce que je voulais que je dise d'autre, si ce n'est qu'ils se sont battus partout. Et qu'à la fin, je me rappelle que Kingston, totalement affaibli, il allume Hero avec des genres de coups de poing retournés à la japonaise sur Hero, bien sûr. Donc il fait un genre de retournement de coups de poing circulaire. Et qui bat Hero, Le Ray et Butcher. Et qu'après, Human Tornado, il fait une promo contre Candice LeRae, comme quoi ils s'affronteront demain, quoi, à la All-Star Weekend 6 nuit 2, parce que là, c'est la nuit 1. Donc, Interground 6 Person Tag Team Match. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et ce match-là, 3,80. Et je vais directement clôturer ce match-là, enfin, ce match et ce pay-per-view-là. Les matchs, l'ensemble, 4,40. Direct, je le mets ça. Et quant à moi, j'en ai terminé. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.